Bonjour et bienvenue à la présentation de la série de séminaires de l'ICISP sur les considérations liées à la salubrité des conserves maison. Je m'appelle Paresh Gandhi et je suis membre du comité de perfectionnement professionnel de l'ICISP Ontario. J'ai le plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer l'exposé d'aujourd'hui, voici quelques points d'ordre administratif. Le clavardage a été désactivé pour limiter les distractions pendant la présentation. Veuillez utiliser le module de questions et réponses si vous avez des questions pendant la séance. Une discussion et une période de questions suivront la présentation. Si vous éprouvez des problèmes techniques pendant la séance, veuillez envoyer un courriel à capacitybuilding@ohpp.ca. Je vous présente la conférencière d'aujourd'hui, Nagmeh Parto. Nagmeh est spécialiste principal en programme, santé environnementale et santé au travail à Santé publique Ontario, SPO. Auparavant, Nagmeh a travaillé au ministère de la Santé et des Soins de longue durée comme conseillère principale en programme et à un bureau de santé local comme inspectrice de la santé publique dans le cadre de programmes de santé environnementale et de lutte contre les maladies transmissibles. Elle détient une maîtrise en sciences alimentaires, en salubrité des aliments et en assurance de la qualité de l'Université de Guelph. Merci Paresh. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons des considérations liées à la salubrité des conserves maison. Prochaine diapo. Nous parlerons brièvement de la mise en conserve et des raisons pour lesquelles nous envisageons des procédures de sécurité pour la mise en conserve en raison de maladies et d'éclosions qui y sont associées. Nous passerons en revue certaines de ces maladies et des raisons pour lesquelles elles se produisent. Y a-t-il des choses que l'on peut aborder pendant la mise en conserve? Nous examinerons certaines des conditions dont les pathogènes ont besoin pour se propager dans les aliments et la façon dont nous pouvons manipuler ces conditions dans la mise en conserve pour prévenir beaucoup de pathogènes, puis nous examinerons les différentes méthodes de mise en conserve. Et nous examinerons des choses comme l'eau disponible et le pH qui peuvent affecter la mise en conserve. Ensuite, nous parlerons des recettes validées et de leur importance pour la mise en conserve. Nous terminerons en examinant certaines erreurs observées durant la mise en conserve et la façon de les éviter. Ensuite, nous allons faire une étude de cas. Vous serez tous inspecteurs de la santé et nous allons passer en revue cette étude de cas pour nous assurer de comprendre ce qui se passe et pour terminer le tout ensemble. Prochaine diapo. Alors, la mise en conserve est une technologie ancienne, mais au cours des dernières années, elle a regagné en popularité en Ontario. La mise en conserve remonte en fait au 18e siècle, lorsque Napoléon Bonaparte a offert 12 000 francs pour améliorer les méthodes de conservation des aliments de l'époque. Et il l'a fait parce que ses soldats mouraient d'empoisonnement alimentaire plutôt que de guerre. Il a créé un prix pour la personne capable de mettre au point une technologie permettant de conserver les aliments. Nicolas Appert, un chef, a répondu à l'appel en élaborant le premier procédé commercial de mise en conserve des aliments. Depuis, l'industrie de la mise en conserve a connu une croissance rapide. À l'heure actuelle, c'est une activité de plusieurs milliards de dollars. Cependant, le principe même de la mise en conserve n'a pas vraiment changé depuis l'époque de Napoléon Bonaparte. La mise en conserve est vraiment une méthode de conservation. Les aliments sont traités au moyen de chaleur seulement ou de chaleur jumelée avec le pH, l'acidité et la chaleur. Les aliments sont ensuite entreposés dans un contenant hermétiquement scellé. C'est une façon de conserver les aliments en utilisant des bocaux en verre que l'on chauffe pour éliminer les macroéléments qui pourraient dégrader les aliments. Prochaine diapo.
Mais ironiquement, même si cette méthode a d'abord été introduite pour prévenir les maladies d'origine alimentaire, si elle n'est pas bien effectuée, elle peut rendre les gens malades. En fait, nous avons eu un certain nombre de rappels de conserve maison. Certains ont été lancés par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de l'Ontario alors qu'ils faisaient des échantillonnages dans les marchés agricoles. Et ces éclosions de maladies ont surtout mis en cause les conserves maison de longue conservation qui contenaient des aliments à faible acidité, comme les légumes. Prochaine diapo. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le botulisme, Clostridium botulinum, est le pathogène le plus associé à ces éclosions. La bactérie se trouve dans le sol et est répandue dans l'environnement. Ce pathogène peut produire une toxine qui cause le botulisme. Essentiellement, le botulisme est une maladie paralysante qui paralyse une personne. Les symptômes comprennent une vision double ou brouillée, les paupières tombantes, les troubles d'élocution. On dirait que la personne est ivre et qu'elle a trop bu. Elle peut aussi avoir de la difficulté à avaler, la bouche sèche et la faiblesse musculaire. Si la maladie n'est pas traitée, elle peut causer la paralysie et finalement la mort. Les spores de ce pathogène, qui sont répandus dans l'environnement, ainsi que la toxine, résistent aux températures de congélation. Cependant, les spores ne peuvent pas croître et germer à moins d'être dans un aliment à faible acidité ayant un pH d'équilibre supérieur à 4,6. Et dans un environnement anaérobie, c'est-à-dire qui contient généralement moins de 2 d'oxygène, à une température entre 4 et 50. Cependant, une certaine souche de ce pathogène, le Clostridium botulinum de type E, peut croître à des températures inférieures à 4 degrés, donc à des températures juste au-dessus de 3 degrés Celsius. Prochaine diapo. Comme mentionné, il y a eu des éclosions associées à des maladies d'origine alimentaire. Un certain nombre d'éclosions de maladies d'origine alimentaire sont en fait associées à la mise en conserve maison. En fait, un certain nombre d'éclosions ont été signalées au fil des ans. Ce ne sont là que quelques-unes des éclosions dont j'ai parlé. Les conserves maison associées à ces éclosions sont surtout des aliments à faible acidité ou des aliments qui sont juste à la limite du pH de 4,6. Et ces éclosions peuvent avoir un petit nombre de cas parce que c'est un aliment qui a été produit par une famille, ou un grand nombre de cas parce que les conserves maison ont été distribuées à grande échelle, sur Internet, dans les marchés fermiers ou dans différents restaurants. Lorsqu'on examine les facteurs de risque associés à toutes ces éclosions, on constate que le pH inadéquat du produit final et le traitement thermique insuffisant ont été les deux principales causes de ces éclosions. Prochaine diapo. Prenons maintenant un peu de recul et examinons certaines caractéristiques qui influencent la croissance des pathogènes. Parce que si on comprend cela, alors on peut les manipuler pour rendre les aliments sûrs. Dans les sciences de l'alimentation, on appelle ces caractéristiques FAT-TOM. Ce terme désigne les aliments, l'acidité, qui est le niveau de pH, le temps, la température, l'oxygène et l'humidité. L'aliment fait référence aux nutriments présents dans cet aliment que les pathogènes peuvent utiliser afin de se multiplier.
Les organismes, comme nous, aiment aussi les aliments. Et ils aiment les aliments comme ils se développent très bien dans les aliments riches en protéines, comme le lait, les viandes et le poisson. L'acidité est un autre facteur. La plupart des pathogènes se développent bien à des niveaux de pH bas, entre 4,6 et 7,5, et très bien entre 6,6 et 7,5. Le temps fait référence à la période durant laquelle un aliment peut être conservé à certaines températures avant que les pathogènes puissent s'y développer. C'est lié au temps logarithmique de chaque pathogène à différentes températures, c'est-à-dire le temps qu'il faudrait pour que le pathogène augmente d'un log. La température désigne les températures les plus propices à la croissance des pathogènes. En général, les pathogènes d'origine alimentaire croissent de 4 à 6 degrés Celsius, mais certains pathogènes peuvent se développer à l'extérieur de cette zone de température. L'oxygène fait référence à la disponibilité de l'oxygène ou non, ce qui est aérobie et anaérobie. Selon les pathogènes présents et que vous essayez de contrôler, vous pouvez avoir un environnement aérobie où les pathogènes peuvent se développer ou un environnement anaérobie. Dans le cas du Clostridium botulinum, même si les spores sont répandues dans l'environnement, parce qu'elles ne se développent que dans un environnement anaérobie, faute d'oxygène, elles ne se multiplient pas et ne posent aucun risque. Mais quand on les met dans un produit en conserve, quand il n'y a pas d'oxygène, ou moins de 2 et qu'il est hermétiquement scellé, alors elles peuvent croître et se multiplier. Alors que les pathogènes comme le campylobactère ont besoin d'oxygène pour croître et se multiplier. Ensuite, la caractéristique qui influence la croissance des pathogènes est l'humidité, que nous appelons l'eau présente dans la nourriture. La plupart des pathogènes ont besoin de plus de 0,85 d'eau présente pour croître et la plupart des aliments en conserve ont de l'eau présente au-delà de 0,85. Prochaine diapo. En gardant l'acronyme FATTAM à l'esprit, examinons les conditions propices à la croissance microbienne qu'il faut contrôler en produisant du kimchi pour qu'il soit sans danger pour la consommation. Est-ce la température, l'acidité et l'oxygène? Est-ce les aliments, la température et l'oxygène? Est-ce les aliments, l'acidité et l'oxygène? Est-ce la température, l'humidité et le temps? Ou est-ce l'acidité, les aliments et le temps? Ou est-ce rien de ce qui précède? Prenons quelques instants pour répondre à cette question. La plupart ont répondu température, acidité et oxygène. Et ensuite, il y a égalité entre aliments, acidité et oxygène. En fait, la bonne réponse est E, acidité, aliments et temps. C'est parce que le kimchi, même s'il ressemble à un aliment en conserve, ne l'est pas. En fait, il s'agit d'un aliment fermenté. Avec la fermentation, on utilise une culture, des micro-organismes qui sont inoffensifs. Dans ce cas, il s'agit d'organismes producteurs d'acides comme les bactéries lactiques qui sont aussi en concurrence avec les pathogènes pour la disponibilité de la nourriture. Et pendant ce processus, ils libèrent aussi de l'acide qui ramène l'acidité des aliments à, pour le kimchi, c'est d'environ 3,5 à 4. Et nous voulons que le pH baisse très rapidement pour que les pathogènes n'aient pas le temps de croître. C'est pourquoi c'est l'acidité, les aliments et le temps. Il est donc important de se rappeler qu'il faut comprendre comment un produit a été produit et quelle technologie a été utilisée pour comprendre ce qu'il faut contrôler pour s'assurer que le produit est sécuritaire. Prochaine diapo. Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher, examinons différentes méthodes de mise en conserve maison.
Il y a généralement deux méthodes utilisées. Il y a d'abord le bain d'eau bouillante. On y dépose les bocaux et on les chauffe à 200 degrés Celsius au niveau de la mer. Cette méthode est utilisée pour les aliments acidifiés ou à acidité élevée, dont le pH d'équilibre est inférieur à 4,6. C'est surtout ce que l'on voit lors de la mise en conserve maison. L'autre méthode est la mise en conserve sous pression, utilisée pour les aliments peu acides et dont le pH d'équilibre est supérieur à 4,6 et que l'activité de l'eau est supérieure à 0,85. Cette méthode vise à assurer une stérilité commerciale et n'est généralement pas recommandée pour les novices de la mise en conserve car elle est plus difficile. Prochaine diapo. On parle sans cesse d'aliments acides et acidifiés et d'aliments peu acides. Qu'est-ce qu'on entend par là? Les aliments acides ont naturellement un faible pH, c'est-à-dire un pH égal ou inférieur à 4,6. Un exemple serait la plupart des fruits que nous mettons en conserve. Par exemple, les fraises, les pommes et les pêches ont tout un pH se situant entre 3,33 et environ 4,5 maximum. Mais on a aussi des aliments dont le pH est plus élevé. Par exemple, les bananes ont un pH de 4,5 à 5,2 et le cantaloupe a un pH de 6,1 à 6,61. Cela dit, je n'ai pas vu de banane ou de cantaloupe en conserve. Les aliments acidifiés sont des aliments peu acides, mais auxquels on a ajouté un acidulant ou de l'acidité pour ramener le pH d'équilibre à moins de 4,6 et dont l'eau disponible est supérieure à 0,85. Un exemple serait vos légumes marinés, comme les haricots marinés. Un exemple d'acidulant est votre vinaigre typique, le jus de citron, l'acide citrique, ce genre de choses. Les aliments peu acides sont un groupe d'aliments dont le pH d'équilibre est supérieur à 4,6 et dont l'eau disponible est supérieure à 0,85. Pour ces aliments, il faut un expert de la mise en conserve qui utilise un cuiseur sous pression. Par exemple, votre potage de courges musquées, n'importe quelle soupe à la viande. Ce sont des aliments peu acides et sans acidulant ajouté. Prochaine diapo. On parle beaucoup du pH. Un rappel que le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité d'un aliment. L'échelle va de 0 à 14. Plus le pH est bas, plus l'aliment est acide. Plus le pH est élevé, plus l'aliment est basique. Les mesures sont généralement prises à l'aide d'un pH-mètre. Ici, on voit que la batterie serait l'élément le plus acide et que le nettoyeur de tuyaux serait le plus alcalin. Vos tomates, qui sont surtout en conserve, se situent juste à la limite de 4,6. Selon le type de tomate, le niveau de pH peut être inférieur à 4,6. Certaines tomates sont supérieures à 4,6. C'est pourquoi, lorsqu'on voit une recette maison de tomates en conserve qui est validée, elle comprend souvent l'ajout d'un acidulant comme le jus de citron ou le vinaigre. Prochaine diapo. Parlons du pH d'équilibre. Le pH d'équilibre est le pH du produit alimentaire après que l'acide ajouté a été distribué uniformément et incorporé à l'aliment. Généralement, lorsqu'on teste le pH d'équilibre, on ne teste pas le pH du produit immédiatement après la mise en conserve. En général, on attend que l'aliment reste à la température ambiante pendant 24 heures et qu'il ait eu le temps de se stabiliser. Sur cette échelle, le pH d'équilibre d'un grand nombre de confitures et de gelées
est d'environ 3. Les relish, salsa et légumes marinés sont aussi inférieurs à 4,6, alors que vos purées de légumes et vos soupes sans acidulants se situent de l'autre côté. Or, le pH d'équilibre est généralement obtenu par un laboratoire et non par l'exploitant. C'est parce que la plupart du temps, votre laboratoire doit prendre le produit, le mélanger et le tester. Prochaine diapo. Voici un quiz rapide. Voyons lequel de ces produits serait acide, acidifié ou peu acide. Soupe au poulet. Est-ce acide, acidifié ou peu acide? Ça devrait être très facile. Peut-on voir les résultats? Parfait, tout le monde a bien répondu. C'est donc un aliment peu acide parce que le poulet est un produit de viande dont le pH est plus élevé, autour de 6, je crois. En fait, je dois vérifier. Ensuite, il y a les œufs dans le vinaigre. Ce sont des aliments acides, acidifiés ou peu acides? Parfait. Oui, ce sont des aliments acidifiés. Les cornichons ne sont pas acides, mais on ajoute des acidulants comme le vinaigre et le jus de citron pour réduire l'acidité du produit. Le pH du produit a moins de 4,6. Enfin, la compote de pommes. C'est un aliment acide, acidifié ou peu acide? Que dit le sondage? Oui, c'est acide. L'acidité des pommes se situe entre 3 et 4. Prochaine diapo. On parle aussi beaucoup de l'eau disponible. Pourquoi s'inquiète-t-on de l'eau disponible dans les conserves maison? Essentiellement, l'eau disponible, c'est la quantité d'eau dans vos aliments et ingrédients que les micro-organismes peuvent utiliser pour croître et se multiplier. C'est différent de l'humidité. L'humidité, c'est la quantité de nourriture en général dans votre eau, et cette eau ne sera pas entièrement disponible pour la prolifération des micro-organismes. En gros, c'est le rapport entre la pression de la vapeur d'eau d'un aliment et la pression de la vapeur d'eau de l'eau pure à la même température. Comme mentionné, c'est entre 0 et 1. L'eau pure est à 1. Et un mètre d'activité de l'eau est généralement utilisé pour mesurer l'eau disponible. La plupart des aliments en conserve ont une valeur d'eau disponible de plus de 0,85. La plupart des pathogènes ne peuvent pas se multiplier si l'eau disponible est en dessous de 0,85. Mais la plupart de nos aliments, comme les viandes crues, le poisson, les fruits frais et les légumes, ont de l'eau disponible de 0,98 à 0,99 et des aliments comme le pain, le jambon, les fromages et même les saucisses et salamis fermentés ont de l'eau disponible de plus de 0,85. En ce qui concerne les produits inférieurs à 0,85, parfois certaines de nos confitures et marmelades ont de l'eau disponible de moins de 0,85. Il y a aussi les épices, les fruits secs, les craquelins ou les céréales, des produits que l'on ne mettrait pas en conserve. Prochaine diapo. On a aussi parlé de la stérilité commerciale et du fait qu'on veut l'obtenir lorsqu'on fait la mise en conserve à l'aide d'un cuiseur sous pression. Qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? S'agit-il d'utiliser des ustensiles stériles ou des produits chimiques approuvés pour stériliser les conserves? Ou de créer des conditions qui réduisent le nombre de micro-organismes capables de proliférer pendant l'entreposage des aliments en conserve? Aucune de ces réponses ou toutes ces réponses. La bonne réponse est en fait C. Prochaine diapo. Le Codex Alimentarius définit la stérilité commerciale comme étant l'état consécutif à l'application d'un traitement thermique
qui rend ce matériel exempt de micro-organismes susceptibles de se développer dans les aliments aux températures prévues pour l'entreposage et la distribution. En gros, la température à laquelle il faut faire bouillir ou chauffer les aliments en conserve pour s'assurer d'avoir éliminé les pathogènes qui peuvent se multiplier et rendre les gens malades. Dans ce cas, il s'agirait des spores de Clostridium botulinum. Le processus thermique nécessaire pour rendre commercialement stériles les conserves maison peu acides dépend de la charge microbienne, de la température d'entreposage qui, pour ce qui est des aliments en conserve, serait la température ambiante, et de la présence de divers additifs. Par exemple, si le produit est acide, il faut une température plus basse, car il n'est pas nécessaire de désactiver les spores. Cela dépend de l'activité de l'eau. Encore une fois, si c'est moins de 0,85, ça va. Vous n'avez besoin de rien. La composition des aliments, les produits et aussi la taille et le type des récipients. Il faut se rappeler que lorsqu'on dit que le produit est stérile sur le plan commercial, cela ne veut pas dire que tous les micro-organismes ont été désactivés. Il peut encore y avoir un petit nombre de spores et de bactéries thermophiles. Ces bactéries et ces spores ne causent pas de maladie, mais elles peuvent provoquer des avaries. C'est pourquoi la durée de conservation des produits en conserve est généralement d'environ 1 an. Prochaine diapo. Alors, on parle beaucoup de recettes validées. On entend tout le temps parler de l'utilisation d'une recette validée. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Une recette validée est la formulation et l'application d'un traitement programmé qui a été établi scientifiquement pour assurer la longue durée de conservation de produits sans pathogènes et réduire les risques d'avarie. Cela exige des expériences approfondies et une analyse en laboratoire. Il est essentiel d'utiliser ces recettes et les instructions de traitement qui sont à jour et scientifiquement testées. Ces recettes tiennent compte de la composition des ingrédients qui devraient être ajoutés à l'aliment. Comment faut-il le préparer? Combien de temps faut-il le cuire? Il établit les dimensions des récipients. Quelle devrait être la taille du récipient? À quelle fin? Pour quelle durée? À quelle fin? Pendant combien de temps serait-il traité à la chaleur et à quelle température? Et à la fin de ce processus, vous auriez un traitement programmé qui est propre à cette recette. Si vous suivez cette recette, vous obtiendrez un produit sûr. Mais tout ajustement de cette recette validée peut causer des problèmes. Par exemple, si vous ajoutez plus de féculents ou d'agents épaississants dans la recette, cela modifiera la quantité de pénétration de la chaleur dans le produit et peut entraîner un sous-chauffage, ainsi qu'un traitement et un traitement thermique insuffisant. Prochaine diapo. Lorsque je reçois des demandes de la part des gens sur le terrain, à savoir où trouver une recette validée, comment est-ce qu'on valide une recette, il y a en fait beaucoup de sources de recettes validées sur Internet. Par exemple, le National Center for Home Preservation offre quelques recettes validées. Les guides de la mise en conserve de la Ball Corporation proposent aussi quelques recettes. Mise en conserve Bernardin présente aussi des recettes validées. De plus, certaines universités complémentaires, comme l'Université du Wisconsin, de Madison, au Michigan et de l'Illinois, proposent des recettes validées sur leur site Web. Prochaine diapo. En quoi consiste la validation d'une recette? La validation de votre recette implique, entre autres,
La validation des traitements thermiques. En faisant un laboratoire d'études de validation qualifié, on fait des études sur la pénétration de la chaleur pour déterminer scientifiquement les délais de traitement sécuritaires en établissant les critères de temps, température au point de chauffage le plus lent d'un aliment, le point froid, en fonction de la taille et de la forme d'un récipient. Si le traitement thermique n'est pas calculé, alors l'aliment pourrait ne pas être assez traité et serait susceptible de voir les pathogènes croître et se multiplier. Prochaine diapo. Lorsque ce processus est terminé et qu'on a un traitement programmé, celui-ci nous donne la durée pendant laquelle l'aliment doit être transformé à une température et à une pression précise pour obtenir une stérilité commerciale. Les facteurs qui influencent ce processus graduel sont le pH des ingrédients initiaux de l'aliment, la composition de l'aliment, la quantité et le type d'aliment que vous y mettez. Ça dépend de la taille des matières particulières de l'aliment. Ça dépend de la viscosité du produit. Ça dépend de jusqu'à quel point vous remplissez le bocal. Ça dépend aussi de la présence des matières grasses, de féculents, d'hydrocolloïdes, d'ingrédients qui pourraient affecter la capacité de transfert de chaleur. Ça dépend aussi de la façon dont vous appliquez le traitement thermique. S'agit-il d'un transfert de chaleur par convection ou par conduction? Remplissez-vous les bocaux à chaud ou à froid? Ça dépend de la température de l'aliment au moment de la mise en conserve. Ça dépend aussi de la température et de la pression en cours de traitement. Utilisez-vous un bain d'eau bouillante ou la mise en conserve sous pression? Tout dépend de la taille du récipient que vous utilisez. Le fait de ne pas formuler et traiter correctement les aliments en conserve peut avoir des conséquences potentiellement négatives et dangereuses. C'est pourquoi il est important d'avoir des produits en conserve qui ont suivi une recette validée. Prochaine diapo. En fonction des éclosions qui se sont produites et des rapports sur les rappels d'aliments que nous avons reçus de différentes usines de transformation des aliments, indiquant ce qui s'est mal passé dans la résolution des rappels, voici certaines des choses, des erreurs courantes qui ont été repérées. La première est l'absence de méthode de validation. La deuxième est la modification de la formulation et de la viscosité du produit. Par exemple, une personne décide de rendre ses produits plus sains, donc elle ajoute moins de sel et plus de gingembre. Cela changerait le pH du produit. Par conséquent, le produit pourrait ne pas être sûr. L'équipement, par exemple, la température, le délai de traitement, l'étalonnage déficient du produit, un récipient de mauvaise dimension, la modification de l'espace libre, c'est-à-dire la partie vide entre le couvercle et le contenu du récipient. Par exemple, si la température n'est pas suffisante, d'autres pathogènes peuvent se multiplier ou de la levure et de la moisissure peuvent croître et se multiplier. Et cette croissance peut faire augmenter le pH du produit, ce qui pourrait permettre à la spore de Clostridium botulinum de se multiplier et de produire de la toxine. Ensuite, le fait de ne pas écrire les instructions. Avoir une recette validée, c'est super. Mais si vous n'avez pas de tableau de traitement et que vous ne le suivez pas, vous pouvez avoir des problèmes. De plus, si vous ne consultez pas les dossiers, par exemple, vous avez les instructions écrites, mais vous ne les examinez pas. Il y a aussi l'inaction en cas de résultats défavorables. Par exemple, vous savez que votre équipement n'a pas été calibré
mais vous n'avez pas le temps de le faire et vous l'utilisez tel quel, ce qui peut entraîner la sous-transformation des aliments en conserve. Prochaine diapo. Faisons maintenant une brève étude de cas pour revoir ce dont nous avons parlé. Au fait de cette étude de cas, vous serez tous inspecteurs et inspectrices de la santé pendant les 10 à 15 prochaines minutes. Alors, mettez votre chapeau d'inspecteur de la santé et allons-y. Prochaine diapo. C'est vendredi après-midi. Une résidente d'une municipalité rurale vous appelle parce qu'elle prévoit vendre des tomates broyées en conserve en ligne et au marché de producteurs locaux. Madame la conserve est très fière de son produit. Elle prépare depuis longtemps ses tomates broyées en conserve, ainsi que des pâtes et différents plats. Et elle reçoit des compliments de la part de ses amis et de sa famille. Elle est maintenant à la retraite et elle veut augmenter son revenu. Et elle s'ennuie. Alors elle veut partager cette excellente recette et ce produit formidable avec sa communauté. Voici la recette de sa grand-mère. Si les affaires sont bonnes, elle prévoit offrir d'autres produits parce qu'elle a aussi beaucoup de recettes transmises de génération en génération pour des légumes marinés en conserve et des soupes, etc. Elle vous appelle pour s'assurer qu'elle suit toutes les règles et se conforme à toutes les exigences du bureau de santé. Prochaine diapo. Après avoir entendu cela, que feriez-vous? Vous lui souhaitez bonne chance et lui demandez de vous envoyer quelques bocaux de tomates pour votre repas partage de Noël? Vous lui dites que c'est une petite entreprise de production et qu'elle doit obtenir un permis du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de l'Ontario. Vous demandez la recette, la source de la recette, le plan de salubrité des aliments et tout autre renseignement sur le traitement des aliments. Vous fixez un rendez-vous pour rendre visite à Madame la conserve et examiner le processus A et B ou C et D. Prenons quelques instants pour répondre. Oui, C et D. Parfait. Tout le monde a raison. Vous êtes de bons inspecteurs. Prochaine diapo. Alors, lundi matin, vous vous rendez chez Madame la conserve et examinez ce qu'elle fait. Vous découvrez que Madame la conserve utilise sa recette de famille qui circule depuis de nombreuses années pour faire des conserves de tomates et de légumes. Elle ne comprend pas la nécessité de l'analyse des risques au point critique ou de plans sur la salubrité des aliments, ni les risques potentiels associés à la mise en conserve. Elle sait seulement qu'elle fait des conserves depuis plusieurs années. Sa mère fait des conserves depuis plusieurs années. Sa grand-mère fait des conserves depuis plusieurs années et ça n'a jamais dérangé personne. Et tout le monde aime la nourriture qu'elle prépare avec ses produits en conserve. Et elle utilise ses conserves maison de tomates broyées pour préparer des pâtes et d'autres plats. Elle les utilise comme faisant partie des ingrédients. Puis elle fait cuire ses produits pendant longtemps. Par exemple, la sauce pour pâtes. Elle laisse mijoter la sauce pour pâtes pendant environ 1h30 et la lasagne est 1 heure au four à 400 degrés Celsius. Elle est si gentille qu'elle est même prête à partager ses recettes pour ses pâtes et d'autres plats. Prochaine diapo. Voici sa recette. Elle vous dit que la recette vient de sa grand-mère, mais que sa grand-mère utilise des bocaux stérilisés de 750 ml. Mais elle n'en a plus. Alors elle utilise des bocaux d'un demi-litre et d'1 litre. Elle utilise aussi des tomates, celles qui sont en vente, et cela varie de temps à autre.
Elle dit qu'elle veut vraiment que ses tomates soient sûres et qu'elle sait que le pH est important. Son petit-fils est sauveteur dans une piscine communautaire locale. Elle lui a demandé de lui donner du papier pH. Elle a utilisé ce papier pH sur les bocaux de mise en conserve avant de les utiliser et elle vérifie le pH avec ce papier. Mais quand on lui demande le pH, elle répond que son petit-fils dit que c'est acide. Prochaine diapo. Après avoir examiné toute cette information, quelles sont certaines de vos préoccupations à l'égard de cette recette? Aucune, car elle l'utilise depuis des années et n'a jamais eu de problème. Elle utilise une mauvaise bande d'analyse du pH. Elle utilise des bocaux de différentes dimensions, ce qui peut causer des problèmes. Elle utilise différents types de tomates. Ou il ne s'agit pas d'une recette validée. Voyons le sondage. Oui, la réponse est qu'elle n'utilise pas une recette validée, même si, oui, elle utilise la mauvaise bande d'analyse du pH, différentes tailles de bocaux et différentes tomates. Tout est incorrect. Mais en fin de compte, c'est le fait qu'elle n'utilise pas une recette validée, alors nous ne savons pas vraiment ce qui se passe, quel est le pH, quel est le temps requis. Et elle dit qu'elle utilise cette recette depuis de nombreuses années. Elle argumente là-dessus. Mais elle vous a aussi dit qu'elle utilise ce produit et qu'ensuite, après l'avoir ouvert, elle le traite à la température. Nous savons que même si les spores de Clostridium botulinum résistent à la chaleur, la toxine est sensible à la chaleur, ce qui signifie que si vous traitez la toxine à 85 degrés Celsius pendant plus de 5 minutes, la toxine est désactivée. Donc, peut-être qu'elle n'a jamais eu de problème parce qu'elle fait cuire sa nourriture avec la toxine du pathogène pendant longtemps, ce qui désactive la toxine. Mais on ne le sait pas vraiment. Prochaine diapo. Alors, vous dites à Madame la conserve qu'elle doit utiliser une recette validée et elle trouve 4 recettes différentes sur Internet. Elle vous demande laquelle elle devrait utiliser. S'agit-il de la recette de tomates broyées du site web All She Can Cook, des tomates broyées pour la mise en conserve de Food.com, des tomates broyées en conserve de Mountain Mama Cooks ou des tomates broyées en conserve de UO Wisconsin Cooperative Extension? Jetons un coup d'œil au sondage. Oui, ce sont les tomates broyées en conserve de l'Université du Wisconsin. Même si, en cherchant sur Google, vous verrez que les autres ont de meilleures critiques, D serait l'option la plus sûre. Prochaine diapo. Voici la recette de l'Université du Wisconsin qui a été validée. Après l'avoir regardée, Madame la conserve a décidé qu'il serait trop compliqué d'utiliser le cuiseur sous pression. Elle utilisera donc la mise en conserve à l'eau bouillante. Elle utilisera aussi des bocaux en verre d'un demi-litre seulement et la nouvelle recette a confirmé que le pH serait inférieur à 4,6. Elle indique aussi la température et le temps de chauffage requis de 35 minutes pour la taille de bocal proposée, alors que sa recette précédente ne prenait que 20 minutes. De plus, selon cette recette, les aliments en conserve ne peuvent être conservés que pendant 1 an et les ingrédients comprennent des tomates, du sel et du jus de citron pour réduire l'acidité. Prochaine diapo. Vous demandez à Madame la conserve de créer un flux de traitement. Voici ce qu'elle propose. Gardez cela à l'esprit pour la prochaine diapo.
Pouvez-vous aider Madame la conserve à déterminer ce que seraient vos points critiques de maîtrise? Est-ce à la première étape, les tomates inspectées pour voir si elles sont endommagées et lavées et nettoyées? Étape 2, plonger dans l'eau bouillante pendant 60 secondes, puis refroidir pour retirer la peau. Est-ce la troisième étape? Ajouter les tomates broyées et laisser mijoter pendant 5 minutes. Est-ce la quatrième étape? Remplir à chaud les bocaux de tomates. Ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron. Est-ce la cinquième étape? Retirer l'excédent d'air. Est-ce la sixième étape? Traiter dans l'eau bouillante pendant 35 minutes et vérifier que le pH final est inférieur à 4,6. Examinons les résultats. La réponse est A, donc 1, 3, 5 et 6. Revoyons cela. Prochaine diapo. La première étape consiste donc à vérifier la présence de dommages sur les produits et à laver, nettoyer et stériliser les bocaux. Il s'agit d'un point critique de maîtrise, car on réduit ainsi la charge de pathogènes sur le produit et sur l'équipement que l'on utilise. Prochaine diapo. Les étapes 3 et 5 sont aussi des points critiques de maîtrise. Utilisez 1/6 des tomates en les broyant, ajoutez le reste et laissez mijoter. Ce traitement thermique est utilisé pour réduire davantage la charge microbienne, retirer l'excédent d'air, visser le couvercle et placer dans le cuiseur. C'est une autre mesure de contrôle, car il applique une force appropriée pour sceller les bocaux hermétiquement. Prochaine diapo. Le dernier point contrôle de maîtrise, et le plus important, c'est le traitement dans l'eau bouillante pendant 35 minutes et la vérification que le pH est inférieur à 4,6. Ceci permet de s'assurer d'avoir un traitement thermique approprié. C'est un pH approprié qui permet de prévenir la croissance des spores de botulinum et la production de toxines. Prochaine diapo. En résumé, si vous voulez retenir 1 ou 2 points, il faut commencer par une recette validée qui vous donnerait un plan de salubrité des aliments fondé sur le HACCP, qui pourrait inclure la température et l'acidité appropriées du produit. Et même en ayant cela, il est très important de le suivre et d'avoir des points de vérification qui montrent que l'on examine les points critiques de maîtrise dans le processus et que l'on s'assure de l'avoir obtenu. Prochaine étape, prochaine diapo. En résumé, j'aimerais remercier Robert du Marot. Pour plus de renseignements, consultez le document sur les conserves maison qui figure sur le site Web de Santé publique Ontario. Le gouvernement du Canada fournit aussi plus de renseignements sur les conserves maison. Les diapositives seront disponibles à une date ultérieure. Vous aurez donc tous ces liens. Merci. Je cède la parole à Paresh pour qu'il puisse répondre à vos questions. Merci, Nagmé. Passons à la fenêtre de questions. Nous allons répondre à certaines des questions. Veuillez continuer à entrer vos questions dans la fenêtre si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous avons une question, Nagmé. Un problème auquel font face les bureaux de santé. C'est de travailler avec de nouveaux exploitants qui veulent faire approuver leurs recettes. Dans le cadre du processus de validation avec le laboratoire, ils ne veulent pas donner au bureau de santé de la recette conformément au plan de salubrité des aliments. Certains bureaux de santé ont donc décidé qu'ils doivent inclure les ingrédients, mais n'ont pas insisté pour obtenir des quantités puisqu'ils travaillent toujours avec le laboratoire pour la validation. Devraient-ils exiger des recettes complètes avec des ingrédients et des quantités? Qu'en pensez-vous? Au final, vous voulez vous assurer qu'il y a un processus de salubrité des aliments avec le point critique de maîtrise. L'un des points critiques de maîtrise consiste à avoir les ingrédients et la quantité de chaque ingrédient ajouté. Rappelez-vous que si vous changez l'ingrédient du produit, dans un produit en conserve, vous pouvez changer le pH du produit. Donc, pour qu'ils aient un produit sûr, ils doivent notamment fournir l'ingrédient et la quantité d'ingrédients qu'ils ajoutent.
Parce que nous avons eu des problèmes, des éclosions associées à des produits en conserve lorsque les gens changeaient d'ingrédients. Par exemple, dans le tableau que je vous ai montré tantôt, avec la liste des éclosions, une des éclosions était en fait associée aux conserves de sauce tomate maison et c'était en fait local, juste au nord de l'Ontario. Cette famille fait des conserves depuis plusieurs années et ils ont décidé de changer le type de tomate utilisée parce qu'ils voulaient avoir moins d'acide, parce qu'ils vieillissaient et qu'ils souffraient de maux d'estomac lorsqu'ils consommaient des aliments acides. Quand ils ont fait ça, parce que les tomates sont juste à la limite et parce que cela a changé les ingrédients de la recette, le pH est passé au-dessus de 4,6. Par conséquent, toute la famille, ainsi que les gens qui étaient venus pour le repas de Pâques, sont tombés malades et ont contracté le botulisme, Clostridium botulinum, et ils se sont retrouvés à l'hôpital. Il est donc important d'avoir les ingrédients, la quantité d'ingrédients, et il faut valider la recette pour qu'elle soit sûre. Et c'est en fait l'un des points critiques de maîtrise. Excellent, merci. Pouvez-vous expliquer les différences entre la mise en conserve et la mise en bouteille? Par exemple, pour une sauce pour pâtes, y a-t-il moins d'étapes entre la mise en conserve et la mise en bouteille? Vous pouvez peut-être utiliser cet exemple. C'est une bonne question. Dans l'industrie, beaucoup de gens utilisent la mise en bouteille et la mise en conserve de façon interchangeable, mais ce n'est pas la même chose. Le National Center for Food Preservation dit que de nombreuses recettes en circulation et sur Internet ne sont pas vraiment des mises en conserve, car elles ne comportent pas de procédure complète de mise en conserve du bocal sous pression ou à l'eau. La véritable mise en conserve maison, c'est lorsque l'aliment est assez chauffé pour détruire ou assez acidifié pour prévenir la croissance de toutes les spores de botulinum et d'autres pathogènes pendant l'entreposage à domicile. Si un exploitant vous dit qu'il fait de la mise en bouteille, posez-lui des questions et passez en revue ses procédures. Il pourrait très bien faire la mise en conserve, mais peut-être pas. Souvent, la mise en bouteille, c'est davantage une question de supposition, de oui-dire, mais il peut aussi s'agir de mise en conserve. Il faut revenir en arrière et poser des questions. Excellent, merci. Comment peut-on distinguer un produit fermenté d'un produit en conserve vendu au marché fermier si les deux sont entreposés dans un bocal de verre? C'est une bonne question. Ils se ressemblent tous. En les examinant, on ne peut certainement pas le dire, à moins de connaître le produit. Par exemple, le kimchi est un chou coréen fermenté, alors vous savez qu'il est fermenté. Mais si vous regardez les cornichons, ils peuvent être fermentés ou mis en conserve. Et vous ne le savez pas, à moins de le demander à l'exploitant. Vous pouvez par exemple demander « Comment le traitez-vous? » S'il y a un traitement thermique, c'est nocif. S'il a ajouté une culture ou s'il l'a salé et laissé à la température ambiante pendant 48 heures, parfois 2 ou 3 jours, alors il est fermenté. Ainsi, il faut poser des questions. Excellent, merci. Prochaine question. Est-ce que tous les aliments en conserve sont scellés hermétiquement et qu'est-ce que ça signifie? Un véritable aliment en conserve de longue conservation est toujours hermétiquement scellé. Cependant, on voit de plus en plus de gens qui font la mise en conserve, mais qui ne veulent pas sceller hermétiquement les bocaux parce que ça prend trop de place. Ils les mettent au congélateur dans des sacs de plastique Ziploc. Ce n'est donc pas vraiment un aliment en conserve, même s'ils utilisent la recette de mise en conserve. Et sceller hermétiquement signifie créer un environnement contenant moins de 2 d'oxygène. D'accord, excellent. Merci. Nous avons une question. Outre le fait qu'il s'agit d'une source universitaire, comment peut-on savoir qu'une recette ou une source est validée? En général, c'est indiqué sur le site Web. Et vous pouvez toujours poser votre question aux organisateurs du site Web. La plupart des recettes provenant des émissions de cuisine
ou les autres recettes populaires ne sont pas validées. Prochaine question. J'ai entendu dire qu'il est plus sûr de retourner des bocaux de conserve à l'envers. C'est vrai? C'est la première fois que j'entends cela. Vous voulez avoir un espace libre d'environ 2 cm, ce qui est important, mais avoir l'espace libre à l'envers ou non, je ne peux vraiment pas le dire. Y a-t-il une liste de laboratoires qui font la validation des recettes que l'on peut partager avec les exploitants? Nous ne recommandons aucun laboratoire à SPO parce que nous ne pouvons pas en recommander. Mais vous voulez choisir un laboratoire d'assurance de la qualité qui est comme un laboratoire qui fait de la recherche, pas un laboratoire microbiologique ordinaire. Excellent. La plupart des villes qui ont des programmes de salubrité des aliments en ont. Certaines sociétés d'experts conseils en matière de salubrité des aliments sont aussi associées à des laboratoires. D'accord. Juste une dernière question. Je suis inspecteur en Alberta. Comment vérifier la sécurité des recettes existantes? Madame la conserve ne veut jamais changer sa recette. Avez-vous un cas que vous pouvez envoyer où elle ne change rien et où vous devez vous assurer que sa méthode mise en conserve est sécuritaire? On a en fait reçu des demandes de renseignements de notre bureau de santé qui a des recettes d'un produit en conserve qui n'a pas été validé, mais qui était dans la famille depuis longtemps. Pour traiter ce problème, on a d'abord examiné la recette. Par exemple, s'il s'agissait d'une confiture de fraises, on sait que la fraise est peu acide. On sait que s'il y a des traitements de température appropriés pour désactiver les cellules végétatives, ça va. C'est le genre de recettes pour lesquelles nous travaillons en quelque sorte avec l'exploitant. Mais si quelque chose est acidifié, comme des œufs marinés ou quelque chose qui est peu acide, ils doivent immédiatement passer par une assurance de la qualité et faire valider cette recette. Le processus de validation est long. Il peut devenir coûteux. Alors, je leur recommande donc généralement d'examiner les recettes validées qui sont déjà facilement disponibles en ligne. Et certaines d'entre elles, croyez-le ou non, ressemblent beaucoup aux recettes de leur grand-mère. Souvent, lorsqu'ils voient à quel point ce processus est coûteux et difficile, ils décident d'utiliser une recette validée qui est déjà disponible en ligne et qui ressemble à ce qu'ils font. Excellent. Merci beaucoup. Pour conclure cette séance de la série de séminaires de l'ICISP Ontario, j'aimerais remercier Nagmeh de son exposé. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. C'est formidable de voir une si forte participation virtuelle, même en cette période difficile pour les professionnels de la santé. Vous allez recevoir un bref sondage anonyme sur la séance d'aujourd'hui. Veuillez le remplir. Cela nous aide à améliorer nos programmes. Merci beaucoup et bonne journée.